Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous avons attendu un petit délai de grâce pour que les gens puissent se connecter. Nous allons donc maintenant commencer notre session et nous aurons donc le plaisir d'écouter aujourd'hui trois intervenants donc sur l'accès au marché des thérapies digitales, en commençant par Sorel Nourastemi de Rasanté. Ensuite, nous aurons deux retours d'expérience de deux porteurs membres de notre cluster NSL, que sont Fabien Watrelot d'Ensuite et Jean-Jacques Vigneault de Cortex Medical Intelligence. Donc, je laisse maintenant la parole à Soel. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être connectés. Hein. On est plus d'une dizaine. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de… Attendez, je vais juste mettre ma caméra. C'est de vous présenter un peu le contexte, le marché des DTX et de vous donner un peu quelques éléments sur que sont les DTX, hein, pour que vous puissiez un peu mieux saisir ce nouveau marché en plein essor. Et puis ensuite, effectivement, on pourra parler de cas concrets juste après cette intervention. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Par contre, Maximien, je pense qu'il faut que tu me donnes le go. Voilà, tu devrais l'avoir. Super. Donc là, alors, je vais… Désolé, hein, j'utilise pas trop GoToMeeting, donc ça prend un peu de temps. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, parfaitement. Hop. Donc, l'idée, c'est juste un petit préambule de vous faire une mise en contexte sur effectivement le marché de la e-santé en général, puisqu'effectivement, on va voir que les DTX font partie en fait d'un segment d'activité du marché de la e-santé. Revoir un peu les définitions et les enjeux autour des DTX, donner un peu des éléments clés de compréhension, présenter quelques chiffres et domaines clés d'application, des exemples, on en verra aussi d'autres, et puis finir par un peu une ouverture sur est-ce que en fait les digital therapeutics, est-ce que c'est vraiment l'avenir de la santé numérique? Comment en fait cela peut venir un peu impacter le domaine de la e-santé? Donc, vu qu'on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions, je pense que c'est Maximilien qui va plutôt regarder dans le chat et m'arrêter si besoin. Donc, au niveau du marché de la e-santé, donc c'est un marché qui effectivement, juste pour donner une définition assez rapide, hein, c'est un marché qui est multisectoriel et qui fait référence à l'application de différentes technologies de l'information et de la communication qui vont avoir un impact sur les activités de la santé en général. Donc c'est un marché multisectoriel. Pourquoi? Parce que c'est un marché dans lequel en fait on va faire intervenir différentes technologies qui peuvent être effectivement expérimentées, ce qui est extrêmement important d'expérimenter en fait ces différentes solutions. C'est le cas effectivement aussi beaucoup surtout des DTX, des technologies qui doivent être utilisées, donc c'est-à-dire qui doivent être en lien avec des besoins identifiés sur le terrain et déployés, dans le sens déployés soit dans des hôpitaux, soit au profit directement des patients. Donc ça, c'est vraiment une définition assez générique du marché de la e-santé, et c'est à la croisée de diverses technologies. Donc on parlera beaucoup d'intelligence artificielle, de robotique, de télémédecine, de systèmes d'information, notamment au niveau de tout ce qui va être établissements socio et médico-sociaux, d'applications mobiles, de serious game. Donc c'est un marché qui se développe de manière exponentielle et au profit du parcours patient et de l'efficience du système de soins. Donc sur le marché de la e-santé et des DTX, on va avoir différents enjeux et des défis. Hein. Donc on a des enjeux qui vont être de l'ordre de l'organisationnel, où on va avoir des technologies qui vont venir vraiment permettre l'efficience d'une organisation. On peut par exemple parler des systèmes d'information hospitaliers pour les hôpitaux. On va avoir des enjeux autour de tout ce qui va être socio-économique, hein, des enjeux autour de l'acceptabilité et de l'adhésion. C'est extrêmement important cette notion effectivement d'acceptabilité et d'adhésion. Pourquoi? Parce que ce soit les patients ou les praticiens, il faut effectivement convaincre à l'usage pour que ça fonctionne. On va avoir aussi des enjeux au niveau de la protection. Toutes ces différentes technologies vont devoir effectivement répondre à des enjeux de cyber security qui sont primordiaux pour l'accès au marché.
Tout type d'innovation numérique doit répondre à des critères effectivement très spécifiques pour protéger notamment les données de santé des patients. Des enjeux autour de la santé publique, effectivement, c'était mieux répondre au parcours patient, le rendre efficient, réduire les coûts, améliorer les relations effectivement entre la ville et la médecine à l'hôpital, lutter contre les déserts médicaux et un dernier point qui est extrêmement important, c'est d'assurer l'accès et l'égalité des soins renforcés à tous. Donc, je ne vais pas trop m'attarder ici, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu aussi les défis technologiques au niveau de l'e-santé. C'est exactement la même chose pour le marché des DTX. Donc, au niveau des défis, donc moi j'en ai repéré 5 qui sont à mon sens essentiels et qu'il va falloir relever qu'on est en train de relever et qu'il va falloir relever. Le premier défi, c'est effectivement rendre la relation médecin-patient plus efficiente, plus simple, rendre l'accès à la médecine plus efficace. Et ça se fait effectivement par l'implication des technologies de l'information et de la communication et par une dématérialisation de cette relation patient-médecin. Le deuxième défi majeur, et c'est là où effectivement les DTX vont aussi prendre un peu tout leur sens, c'est autour de la médecine MP5. C'est la médecine que vous avez sûrement entendu parler de la médecine MP4. Là, c'est la médecine MP5 dans le sens où il va falloir prouver la véracité de ce qu'on avance quand on est une société de e-santé ou de DTX. C'est-à-dire votre value proposition va devoir répondre en fait à cette notion de preuve. Une notion effectivement de défi autour du patient augmenté, parce que le patient et le praticien, maintenant la plupart sont quand même assez connectés. On a en fait des dispositifs qui nous permettent d'avoir de la donnée en tout temps et en toute heure. Et donc ça augmente aussi la capacité du patient à venir mieux se prendre en charge et la capacité du corps médical à venir aussi proposer des nouveaux parcours. On en a parlé juste sur la slide d'avant, la cyber security qui est effectivement un défi majeur. Il n'y a pas un jour qui se passe en France où on n'a pas une brèche dans un hôpital ou dans un établissement médico-social. Donc, la donnée de santé des patients, c'est vraiment le nouvel or noir. Et des défis techniques. Effectivement, tous ces sujets-là vont devoir aussi répondre à des enjeux autour de comment relever la notion d'interopérabilité, comment répondre à ces sujets-là, comment sauvegarder ces données, dans quel cadre, avec quel type de structure. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous donner un contexte sur les différents défis. Et de l'autre côté, c'est juste un schéma plus pour expliquer, en fait, c'est effectivement les différentes phases successives de la e-santé. Donc, on va connecter en fait des infrastructures, on va connecter les personnes et les données. On va du coup collecter beaucoup de données autour des patients, de la pratique médicale, des essais cliniques, etc., etc. Et de ça, on va devoir créer de la valeur ajoutée. Et pour moi, l'une des principales valeurs ajoutées en fait des DTX, c'est justement de arriver à presque soigner en fait un patient via l'utilisation d'une technologie numérique. Et donc ça a le lien aussi avec les différentes révolutions industrielles qu'on a connues sur les centaines d'années qui nous précèdent. La prochaine, ça va être vraiment la révolution autour de la digitalisation de la santé. Alors, si on revient au sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc les DTX, c'est quoi vraiment la définition? Alors moi, j'ai pris une définition qui vient du Digital Therapeutics Alliance, qui est une définition assez large donc des DTX. Donc, ce sont des thérapies numériques. Donc, on parle vraiment de thérapie. On ne parle pas d'outils, etc. On parle vraiment de thérapies qui vont venir prévenir, traiter, guérir un large éventail de maladies ou de troubles. Et donc, ce sont des outils qui vont être directement être mis au profit du patient et qui doivent être fondés sur des preuves. Donc, effectivement, on parlera de DTX uniquement sur la base d'essais cliniques ou d'évaluations cliniques. Et donc là, sur le schéma que vous avez en dessous, qui vient d'une étude qu'on a eue, on voit effectivement les différentes phases. On est sur ces 3 phases en même temps actuellement dans l'écosystème de la région de France, mais ça c'est pareil partout en France et à l'international. On a en même temps des applications qui sont plutôt de la santé digitale,
Donc, c'est ce que vous avez sur la partie plus bleu foncé à gauche. Des applications qui vont être plus de l'ordre du médical. Et finalement, le dernier pan d'activité qui va être celui de la digital therapeutics. Et donc, pour chacun de ces pans d'activité, vous allez avoir effectivement une définition, donc qui vont être différentes entre on a une application plutôt bien-être et une application DTX. C'est le contexte et la force de proposition va être complètement différente. Sur la partie effectivement preuve clinique, on va pas demander la même chose à une application bien-être en termes de preuve clinique qu'à une application de DTX. Ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus concret en termes de preuves cliniques à avancer. Et puis le dernier niveau de lecture, c'est effectivement cette notion de réglementation. Donc la réglementation va être un peu plus light sur la partie bien-être, elle va être extrêmement poussée sur la partie digital therapeutics. Donc voilà, ça c'est vraiment une vision un peu de ce que sont en fait les DTX. Pour moi, c'est vraiment des outils numériques qui ont des visées à premièrement traiter et potentiellement aussi gérer et prévenir des maladies qui peuvent être de l'ordre du cancer, maladies chroniques, obésité, maladies mentales, pardon. Donc voilà, ça c'est un peu un niveau de contexte. Au niveau des enjeux, donc effectivement, les enjeux qu'on a repérés pour ce marché-là, vont être à peu près les mêmes que ceux du marché de la e-santé et du numérique en général au niveau de la santé. Ça va être le premier, ça va être l'enjeu de l'adoption. L'adoption, pourquoi? Parce qu'effectivement, malgré le fait qu'on est en train de numériser à tout bout de champ, il y a encore parfois en fait des barrières au niveau de l'adoption, que ce soit au niveau des professionnels de santé, des patients, mais aussi des acteurs qui vont venir effectivement prendre en charge ou adopter en fait ces différentes solutions de façon financière. On va avoir des enjeux au niveau de la preuve clinique. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important et ça met beaucoup de temps. Et donc du coup, ça c'est un enjeu aussi en termes de développement pour les entreprises, les startups qu'on accompagne, de les accompagner aussi sur ces validations de preuves par des centres experts. L'idée c'est vraiment aussi de pouvoir se conformer vraiment aux réglementations. C'est vraiment une étape à ne pas négliger dans le développement d'un projet d'entreprise, que de passer par cette notion de réglementation, de bien connaître effectivement tout ce qui va être marquage CE, DM, etc. Ça va permettre de bien valider la technologie et c'est indispensable avant toute mise sur le marché. C'est encore plus rigoureux quand on parle de DTX. Au niveau du troisième enjeu, c'est effectivement l'évaluation. Comment on va évaluer les bénéfices, comment on va prouver. Donc là, sur l'étape d'avant, on va prouver, l'étape d'après, on va évaluer. Ça va être le cas pour l'ensemble des cibles. On va évaluer des bénéfices cliniques, c'est-à-dire que effectivement, quand on avance le fait d'être une DTX sur la santé mentale, l'idée c'est pas justement de dire qu'on est une application qui va aider à prévenir certaines maladies, mais c'est surtout pouvoir dire quels vont être les bénéfices cliniques que le patient a eu à l'usage de cette technologie. Et puis finalement, aussi prouver en fait les bénéfices médico-économiques. Le quatrième enjeu, ça va être plutôt en fait de pouvoir se distinguer. Effectivement, on est sur un marché où en fait c'est un marché multisectoriel avec des centaines d'acteurs, ne serait-ce qu'en France en termes de start-up, on a des startups un peu partout qui se positionnent sur le marché santé bien-être, santé digitale et DTX. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se différencier et de se distinguer de toutes ces solutions qui existent déjà. Via effectivement ce que je mets sur la slide, c'est des preuves cliniques, une validation médicale, et via l'usage de ces technologies dans des contextes concrets vraiment. Et le dernier enjeu, qui n'est pas des moindres, c'est l'enjeu du business model et du financement, qui est un enjeu qui va concerner en fait tous les acteurs de la santé numérique, sur qui va être, est-ce que l'utilisateur va être le payeur. On va avoir des différences entre la France ou les pays anglo-saxons. En fait, aux États-Unis, on va plutôt être payeur quand on est patient. En France, on va plutôt aller chercher le Graal, qui est celui du remboursement par l'assurance maladie, la sécurité sociale. Donc, cet enjeu-là, en fait, du business model et du financement, c'est extrêmement important. C'est en cours de montage, on va dire. On n'a pas un business model miracle, ça va vraiment dépendre de ce qu'on propose. Quelques chiffres clés. Donc là, j'ai pris la définition la plus, on va dire, la plus stricte du marché des DTX, dans le sens où c'est vraiment
des technologies qui vont vraiment avoir un impact concret sur l'état de santé du patient. Donc sur le marché des TX, c'est un marché qui est quand même assez important. Vous voyez, 3,5 milliards de dollars en 2020 et un taux de croissance de plus de 20%. On devrait atteindre à peu près 23 milliards, un peu plus de 23 milliards d'ici 2030. Donc c'est comme le marché de la santé, un marché qui croît à plus de 2 chiffres. Au niveau des thérapies numériques, on en a 259 qui ont été recensées en DTX et on parle beaucoup aussi de digital care, donc DC, qui sont en fait en cours de développement en 2021. Donc vous voyez, c'est pas non plus des milliers de produits qui se distinguent, mais un pool assez réduit. Et parmi ceux-ci, donc sur ces 259, il y en a 137 qui sont des applications DTX et 122 qui sont des applications plutôt digital care, plutôt des produits de plateforme de soins et outils de soins. Alors que les DTX soient plutôt des applications, des jeux, de l'utilisation de réalité virtuelle pour prendre en charge et traiter certaines pathologies. Sur ces différentes DTX, on en a au moins 48 et 99 sur les digital care qui sont disponibles actuellement sur le marché. Et tout le reste va être en cours de développement. Et sur la phase, vous voyez en fait en dessous, vous voyez en fait c'est le pipeline d'un côté et la partie développement. On a effectivement des solutions qui sont en cours de développement, qui vont être dans la phase de POC, et des solutions qui sont sur la partie plus à droite, qui vont être soit en cours d'accréditation ou qui sont déjà commercialisées. Et sur ces digital technologies, en fait, sur les DTX, on a 68% qui sont développés sur le marché concernant les troubles neurologiques et psychiatriques. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que les DTX, en termes de développement et d'usage, vont plus se concentrer sur des troubles spécifiques, notamment la neuro et la psychiatrie. Donc ça, c'est un peu le schéma dans le sens domaine d'application. D'un côté, vous avez les DTX, de l'autre, les digital care. Donc sur les DTX, comme vous le voyez bien, là, la partie bleu clair et bleu foncé sont vraiment des domaines d'application qui vont être liés à la prise en charge et au traitement de troubles psychiatriques, donc troubles ça peut être je sais pas, de santé mentale. Et de l'autre, vous avez effectivement tout ce qui va concerner plutôt la neurologie. Donc les DTX vont s'adresser plutôt à des pathologies spécifiques, avec une implication directe sur l'état de santé, donc un bénéfice qui va être assez important pour le patient in fine, et une prévalence forte effectivement d'un côté neurologique et psychiatrique. De l'autre côté, vous avez les digital care. Là, ça va être plutôt des pathologies plus larges. Donc, on va voir effectivement là toutes les applications de suivi, de remote monitoring, qui vont concerner des pathologies qui vont être des pathologies chroniques comme le diabète. L'implication du coup du patient sur les digital care va être plus forte parce qu'on va effectivement le solliciter, le coacher, le pousser à se suivre, le pousser à faire de l'activité physique, le pousser à mieux prendre en charge sa santé, notamment au niveau nutritionnel par exemple. Et donc là, ça va être plutôt des contenus qui vont être de l'ordre de l'éducationnel que du médical. Et là, vous voyez que la répartition est quand même un peu plus équilibrée en termes de domaine d'application quand vous regardez sur les digital care que sur les DTX. Là, il y a un gros pool de projets qui vont se situer sur la neuro et la psychiatrie. Et parmi ces 25 DTX qui sont effectivement autorisés sur le marché au niveau monde, il y en a 9 qui proviennent des États-Unis et 19 en Europe et 1 au Japon. Donc là, effectivement, vous avez plus que 25, mais c'est parce que certains sont présents sur plusieurs pays. Quelques exemples concrets en termes de DTX et de digital care. En France, vous avez Diabeo, qui est un logiciel de prestation, je pense que vous avez tous entendu, c'était l'un des premiers à prendre en charge le traitement via insuline et à monitorer les doses d'insuline, qui a été remboursé par la sécurité sociale. On a MoveCare, qui est un applicatif thérapie digitale qui va concerner plutôt les patients atteints de cancer de poumon, qui est aussi remboursé par la sécurité sociale. Aux États-Unis, vous avez Endeavor, qui va être ce qui est le premier jeu vidéo de traitement des troubles de l'attention. Donc là, on va vraiment être situé sur des troubles plutôt de l'ordre du psychiatrique, et qui a été approuvé par la FDA. Et Akili, je pense que vous avez aussi entendu parler, qui est extrêmement société en énorme croissance, ils sont valorisés à plus d'1 milliard de dollars, qui pareil va aussi se situer sur les troubles plutôt de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant, et qui a été aussi validé par la FDA. Et vous avez Kaya,
qui est aussi un acteur DTX spécialisé plutôt sur le traitement des troubles musculo-squelettiques et de la BPCO par l'usage effectivement d'innovation numérique. Et du coup, pour terminer un petit peu la présentation et laisser plus la parole à des cas concrets qu'on va pouvoir effectivement envisager comme étant soit des digital care ou des DTX, on va effectivement ouvrir sur c'est quoi l'avenir effectivement, parce que on parle beaucoup de technologie et je trouve que cette slide elle est assez intéressante dans le sens où elle va présenter des technologies en fonction de leur état de maturité et du timeline qui avance en fait jusqu'à 2035. Et vous voyez qu'en fait il y a des technologies qui sont plutôt matures, qui sont déjà utilisées actuellement et qui vont être de plus en plus utilisées pour justement proposer des nouvelles formes de prise en charge. On parle par exemple à tout ce qui va être les wearables, hein, donc c'est des outils qui vont permettre de faire du remote monitoring à domicile, qui sont plutôt matures, et des technologies qui le sont un peu moins et qui vont vraiment se développer en fonction de l'évolution aussi de la technologie. C'est tout ce qui va concerner effectivement les imprimantes 3D, le quantum computing, la médecine régénérative, donc qui sont des sujets effectivement beaucoup liés à la technologie, mais qui sont en cours de recherche et de développement et qui ne sont pas encore du tout proches du marché. Et pour moi, les DTX, c'est vraiment un univers très particulier de la e-santé qui est en cours de développement et pas forcément en cours de déploiement. Si on prend la définition la plus stricte, dans le sens où ça va être plutôt des technologies qui vont permettre de promouvoir une guérison, une prise en charge très, très adaptée de certaines pathologies. Et pour ça, en fait, certaines technologies, donc notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la possibilité de faire beaucoup de remote monitoring, vont développer encore plus ce secteur-là pour proposer à terme, effectivement, dans une vision très, très future, des traitements numériques. Et pour moi, c'est vraiment ça l'objectif des TTX sur le futur, c'est de proposer en fait des solutions qui vont presque remplacer le médicament. Et donc ça, c'est des projets qui sont. C'est pour ça qu'en fait dans le pipe, vous avez, selon la définition effectivement stricte, peu de projets actuels sur le marché qui vont vraiment avoir ce label DTX et d'autres qui sont en cours d'attribution en fait de ce genre de label. Et moi, dans le cadre des projets que j'accompagne, notamment au niveau de l'incubation, on a des startups qui se positionnent qui s'étaient pas positionnés sur ce secteur-là et qui maintenant voient aussi l'intérêt de pouvoir se positionner sur ce secteur-là, parce qu'effectivement, il y a aussi un enjeu aussi autour de la communication. Et donc pour moi, en fait, il y a certaines de nos startups qui sont pas forcément là encore des DTX, mais qui, dans un moyen terme, voire long terme, vont devenir en fait des thérapies digitales. Ça peut être le cas effectivement de N-Suite, ça peut être le cas de projets comme par exemple Axomove, qui peuvent être dans un temps plus ou moins long affiliés en fait à ce secteur-là. Voilà pour ma part. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Soel. Alors justement, on a une question de Clément Morel d'Axomove. Quelle est la différence entre DTX, DC et DMC, donc dispositif médical connecté, car dans le système français de remboursement actuel, les deux notions n'existent pas vraiment, alors que la notion de DMC existe. Alors, c'est ce que je disais, en fait, ça dépend de la définition qu'on prend. Si on prend la définition stricte ou sensu, pour une DTX, ça va être moins d'implication du patient, alors qu'une digital care, il va y avoir vraiment une implication du patient. Pour moi, les DTX vont concerner en fait des applications qui vont être de l'ordre du traitement, alors que les digital care vont être plutôt de l'ordre de la prévention, dans le sens où en fait, effectivement, dans les digital care, on va avoir plus de plateformes qui vont faire du suivi à distance, qui vont proposer des activités de coaching, ce qui va pas forcément être le cas des DTX. Mais voilà, après ça c'est sur ma propre compréhension d'un marché qui est encore en cours de mise en place, où il n'y a pas encore énormément d'éléments en termes
d'informations clés à avoir. Mais pour moi, effectivement, la vraie différence entre DTX et Digital Care, ça va être l'implication du patient. L'implication du patient et du médecin. Sur le Digital Care, pour moi, je vais mettre toutes les entreprises et les startups qui se positionnent sur des solutions de suivi, de télémédecine à distance, de remote monitoring, où en fait, on va avoir d'un côté le patient qui va travailler, qui va faire l'activité, donc suivre un programme, etc. Et de l'autre côté, le médecin qui va collecter des données, entraîner et puis proposer des services. Donc c'est ça, moi, à mon sens, la distinction qu'on peut faire entre les deux. Très bien. Alors justement, une réaction de Fabien d'Ensuite. Le DTX remplacer le médicament, n'est-ce pas un peu fort? C'est un peu fort, mais dans le sens très futuriste. Fabien, c'est effectivement une vision à très long terme. Moi, je sais qu'il y a déjà des acteurs typiquement qui font de la recherche sur, par exemple, l'impression de médicaments 3D. Là, concrètement, c'est des choses qu'on pourrait imaginer plutôt dans des films, mais dans une quarantaine, cinquantaine d'années, ça va être des choses qui vont être mises à disposition des patients directement chez eux. Donc voilà, effectivement, c'est vraiment l'ouverture très large, hein. Je dis pas qu'actuellement, on a en fait des solutions numériques qui vont remplacer le médicament, mais à terme, effectivement, si je reprends juste l'exemple peut-être d'Axomove, hein, sur le suivi des TMS, l'idée, c'est aussi de pouvoir réduire le traitement médicamenteux. C'est-à-dire d'être là, soit en prévention ou autre, mais du coup, de réduire l'impact du médicament et d'utiliser plutôt des technologies qui vont avoir à peu près le même effet. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, on va utiliser plus ces DTX dans l'univers des troubles psychiatriques ou neurologiques, parce que dans ces deux univers-là, le médicament va avoir aussi beaucoup d'effets très néfastes. Donc, agir vraiment en prévention. Très bien, merci. Alors, nous n'avons plus de questions pour le moment. On aura un petit temps d'échange à la fin, en tout cas j'espère, avec les réactions du public. Donc nous passons maintenant à la présentation de Fabien Watrolo, donc président d'Ensuite. Fabien, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux activer caméra? C'est bon. Et je peux faire avancer le PowerPoint? Bien. Ouais, c'est tout. Très bien, merci beaucoup Maximilien pour l'invitation. Donc effectivement, moi, je suis le cofondateur d'Ensuite. Donc Ensuite, c'est une start-up santé numérique, hein, qui développe des logiciels de réadaptation. Donc aujourd'hui, réadaptation cardiaque, ça permet d'organiser le soin différemment, de l'organiser à domicile. Donc aujourd'hui, je vais vous partager aussi ma première expérience. Donc mon entreprise a été créée il y a un peu plus de 18 mois, donc voilà, c'est une expérience encore assez jeune. Euh, Comme l'a si bien dit Sohail, les DTX, enfin, voilà, la santé numérique, c'est quand même naissant. Donc, ce que je vais vous dire, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu, quel est mon ressenti, mais n'allez surtout pas l'inscrire dans le marbre, vivez votre projet et prenez des avis différents autour de vous, je pense que c'est super important. Donc nous, ce qu'on fait, voilà, enfin, je vous rappelle, hein, donc on est spécialisé en téléadaptation pré- et post-opératoire, équipe pluridisciplinaire. Pourquoi je le rajoute? Parce que, en fait, c'est important, à mon sens, dès le départ, de vraiment asseoir le côté médical d'une startup santé numérique ou DTI, si c'est dans votre stratégie de vous démarquer du bien-être. Voilà. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est très soutenue par la BPI et par l'assurance maladie. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Notre produit ressemble à ça, hein. On a d'un côté une application web soignant qui permet de créer des programmes de réadaptation complets, endurance cardiaque, renforcement musculaire, efficacité thérapeutique, etc. L'application web patient relie un capteur de fréquence cardiaque, donc acheté sur étagère. C'est un dispositif médical classe 1 qui embarque tout un tas de fonctionnalités et des services aussi externalisés, parce que nous, on a fait le choix quand on organise un soin à domicile, Maximilien dit attention à ton micro, je vais peut-être le replacer là. Ça va mieux là, Maximilien?
Voilà, j'ai j'ai pas un très très bon micro, désolé. Voilà. Et donc je disais, nous on a des choses qu'on développe en propre et puis des services qui sont externalisés au niveau national via des partenaires. Et grosso modo, on résout ce problème, hein, le problème d'accès aux soins entre l'établissement et hospitalier et puis les établissements de réadaptation. En réadaptation cardiaque, 70% des patients n'y accèdent pas. Et grâce à notre dispositif, en fait, les SSR peuvent mettre en place un nouveau parcours de soins et faire en sorte que le patient passe moins de temps en SSR et se réadapte au domicile. Donc là, un des effets, pour rejoindre la présentation de Sohail, un des effets de notre dispositif, c'est répondre un peu à des problèmes de déserts médicaux, d'accès aux soins, d'égalité des soins, etc., etc. Et donc du coup, pour enchaîner tout de suite sur le cœur du sujet, hein, quand on monte une startup e-santé, donc ok, on a trouvé un problème à résoudre, on a une vague idée du marché, on commence à avoir une idée du business model, enfin de combien ça va coûter, etc. Comment il faut. Mais après, c'est qui paye. Qui paye, c'est toujours le gros problème. Donc, en gros, il y a deux grandes solutions, hein. C'est solution numéro une, on demande à l'assurance maladie de payer. Solution numéro deux, c'est on a plutôt un business B2B, B2C, où c'est soit un établissement de santé qui paye pour améliorer son efficience. Typiquement, c'est des trucs comme Doctolib, mais on n'est pas dans du DTX, hein, on est de la santé numérique. Ou alors, c'est des applications comme Petit Bambou ou du Livy qui fait de la téléconsultation. Et là, c'est surtout en fait des mutuelles, hein, qui vont mettre la main à la pâte derrière, ou un peu le patient par lui-même. Mais bon, le patient en France, pas tellement. Ou troisième possibilité, effectivement, donc c'est le patient qui paye. Et là, on est plus vraiment dans du bien-être où vous payez un abonnement comme vous payez un abonnement Strava pour suivre vos activités, ou bien comment ça s'appelle, la Basic Fit, ou des choses comme ça, quoi. Moi, mon ressenti, c'est que ça ne marche pas tellement aujourd'hui dans la santé. En France, les patients sont très frileux et ils s'attendent surtout à ce que quelqu'un paye, quoi. Donc nous, on s'est posé toutes ces questions, on a regardé comment ça avançait, etc., etc. Et on a plutôt fait le choix de se dire, voilà, on va aller voir l'assurance maladie directement. Et donc, assurance maladie, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui est remboursé? Donc, il y a un peu de, il y a un peu de redondance avec ce que disait Sohail, mais en gros, vous avez les systèmes de télésurveillance comme MoveCare, par exemple, ou bien comme Dexcom G6, où là, vraiment, en fait, ok, c'est des applis, ok, c'est du numérique, etc. Mais le parcours, c'est vraiment le parcours quasi identique à celui d'un médicament, hein. MoveCare, il y a je ne sais pas combien d'études cliniques pour prouver que ça marche. Dexcom G6 aussi. Euh, et en fait, on a l'impression, quand on fait de la santé numérique, que ça va coûter moins cher, que ça va aller plus vite. En fait, j'ai l'impression que pas vraiment. Donc, voilà, alors il y a peut-être pas 10 ans de recherche comme sur certaines molécules, mais une étude clinique il y a du temps incompressible, hein, donc ça va prendre une année, 2 années, et vous n'êtes pas sûr du résultat. Ça va coûter cher à très cher, hein, donc entre plusieurs centaines de milliers d'euros et plusieurs millions d'euros. Euh, mais voilà, une fois que vous avez quand même vos preuves, c'est plus facile de s'inscrire dans un process qui est connu de la HAS avec la LPPR, etc., etc. Et puis derrière, d'arriver en remboursement. C'est pas une sinécure, hein, pour en discuter avec les acteurs de MoveCare, c'est pas du tout une sinécure. Euh, et ça reste aujourd'hui encore très 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 compliqué de la part de l'assurance maladie euh, de valoriser, de comprendre une thérapie numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont l'impression de financer des modèles rentiers, c'est-à-dire, pour en discuter avec eux, hein, ils nous disent, voilà,
vous avez développé une solution, donc ok, vous avez des coûts au démarrage, le marquage CE, machin, mais après, une fois que ces coûts sont là, il n'y a plus rien à payer, et du coup, un peu de frais de hosting, et puis en gros, vous avez un modèle rentier, et nous, on ne veut pas financer ça. Ce qui est faux, hein, quand on fait du logiciel, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des bugs à corriger, des améliorations à faire. La réglementation des dispositifs médicaux, c'est extrêmement durci, ça coûte très cher d'être 100% compliant, donc c'est pas facile. Le deuxième point, donc ça, entrée sur le marché quasi identique à celle du médicament. Le deuxième point, donc bon, étape télémédecine, ça y est, ça passe dans le droit commun là, au mois de juillet. Les discussions ont été houleuses hein, parce que la part industrielle au démarrage était à 600 euros pour 6 mois. Et puis là, dans les négociations, on était à finalement à 50 euros pour 6 mois au-delà de X patients, etc. Donc en fait, la filière était complètement tuée, quoi. Franchement, si c'était passé à 50 euros, Digital Therapeutics en France, fallait arrêter, quoi. C'était c'était vraiment un très mauvais signe. Donc, mais encore une fois, la discussion était très houleuse et finalement, la filière va s'en sortir par le haut, je pense. Mais c'était vraiment, 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 vraiment pas gagné. Après, vous avez, donc nous, on est rentré par là, les articles 51. Donc, article 51, c'est un peu le prolongement des chantiers étapes, on va dire, c'est les étapes élargies. Pareil, c'est pas une sinécure. Et c'est pas vraiment non plus. Alors, les gens de l'article 51 ne le présentent pas comme une voie d'accès au marché, mais pour les startups, c'en est quand même une, honnêtement. Euh, Où là, bah, l'article 51, l'avantage, c'est que c'est une belle demi-marche, parce que si vous avez un dispositif médical qui est conforme, qui est pas trop mal foutu, et euh, vous avez des parties prenantes intéressantes avec vous, des établissements de santé qui vous suivent, bon ben voilà, vous pouvez déjà avoir une première marque d'intérêt qui rassure un petit peu tout le monde. Donc nous, on a réussi à financer un projet de 4,5 millions d'euros hein, pour inclure 3200 patients. Euh, donc l'avantage, c'est effectivement que ça rassure, ça mène de l'attraction pour nous industriels. Inconvénient par rapport à des choses comme étapes ou euh, comme la LPPR, bah, c'est que vous travaillez comme dans un environnement assez clos. Alors même si on peut augmenter la taille des expérimentations article 51, mais voilà, c'est sur un temps donné, avec un nombre de patients donné, etc. Alors que quand vous étiez dans un système d'étape ou bien LPPR, bon ben voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez inclure des patients sans problème. Donc encore une fois, ben, c'est une bonne solution, mais il n'y a pas de voie vraiment miracle. Quand on discute avec l'assurance maladie, leur grosse crainte, là sur ce sur quoi vous devez les rassurer, à mon sens, c'est vraiment ça, l'adhésion et l'observance. Adhésion, c'est est-ce que les professionnels de santé vont s'y mettre, est-ce que les patients vont s'y mettre, etc., etc. Et l'observance, est-ce que ça va être utilisé? La grande, 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 grande crainte de l'assurance maladie, et il faut les comprendre, hein, c'est de payer des choses qui vont rester au placard, euh, de reproduire ce qui se passe dans le bien-être quand on achète une montre Fitbit, qui est le bon cadeau de Noël, et qui est porté 3 mois, et puis qu'après qui reste au placard, dans le tiroir, etc., quoi. Et par exemple, sur les chantiers étapes, il y a eu beaucoup de mal à financer ben, un PES-personne ou quelque chose comme ça, parce que là, c'était considéré comme du gadget ou une tablette et c'était pas du tout compris, quoi. Donc ça, faut vraiment rassurer les acteurs en disant ben, il y a de l'adhésion, il y a de l'observance, il y a un moyen pour relancer les patients. Et de toute manière, sur les projets aujourd'hui qui sont financés, si l'observance est mauvaise, il y a des arrêts de la prescription, c'est pas reconduit ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Voilà un petit peu pour le retour d'expérience de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions
des interrogations, en tout cas, je serais ravi d'y répondre. Merci Fabien. Eh ben écoute, je vais en avoir une justement sur comment est-ce que toi tu as envisagé ce côté d'adhésion du patient. Alors, en fait, on a clairement, nous, comme on a un système à mi-chemin entre la télésurveillance, du coup, on génère des alertes. Et quand un patient n'est pas observant, dès qu'il loupe une séance, le centre est alerté. Il peut immédiatement rencontrer le patient euh, et puis et relancer et puis faire en sorte que voilà, le patient continue. Après, on met en place nous aussi des mécanismes. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en parler parce que c'est encore à l'étude et c'est assez confidentiel. Mais on met en place des mécanismes pour vraiment augmenter, garantir l'observance du patient. Mais on a aussi des très bonnes surprises. En fait, euh, je pense que de par la manière dont on a designé le parcours de soins et la sélection de patients qu'on a pu faire avec les établissements, en fait, on a une très très bonne observance. Les patients sont quasiment à plus de 90% d'observance aujourd'hui. Euh, donc, pour résumer, il y a une part, l'observance, il faut la mesurer, il faut mettre en place le mécanisme pour l'activer si elle n'est pas bonne. Et d'autre part, il faut, je pense, au démarrage, pas se tirer de balle dans le pied et avec vos soignants, faire en sorte de trouver des profils observants, euh, naturellement observants pour démarrer. Ça permet de rassurer tout le monde. Dans ce cas-là, est-ce qu'on t'oppose pas justement un biais sur ton étude? Là, je parle dans le cadre justement de Ouais, démontrer le bénéfice. bah, non, parce que, en fait, si tu veux, déjà, c'est un peu, c'est le démarrage, hein, tu choisis une typologie de patient, et en fait, il faut garder en tête aussi que les, les digital thérapeutiques, enfin, les choses où les patients font des choses par eux-mêmes en autonomie, etc., en fait, ça va pas à mon sens, hein, convenir à tous les patients, quoi. Des patients qui sont déprimés, des patients qui ne savent pas se prendre en charge, etc. Honnêtement, vous ne les mettrez pas dans les digital thérapeutiques. C'est des gens qui vont être en hospitalisation complète, partielle, avec un suivi médical fort, etc. Euh, la question, je la trouve hyper intéressante parce que du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais à qui s'adressent les digital thérapeutiques? Aujourd'hui, ça s'adresse quand même à des patients qui ont envie de prendre soin de leur santé, quoi. Parce que il faut tous les jours remplir des trucs sur son application, répondre aux coups de fil du médecin. Et donc, si vous êtes face à des patients qui ne prennent pas leurs médicaments ou qui ont besoin du conjoint ou de la conjointe pour prendre des médicaments, franchement, ça prendra pas, quoi. Donc, ça, c'est vraiment à bien identifier quand vous concevez votre dispositif, hein, la population. Euh, Quand on parle de population, il y a évidemment quelle maladie, de quelle maladie on parle, quelle tranche d'âge, etc. Mais il y a aussi l'état d'esprit dans lequel est votre patient. Et moi, à mon sens, aujourd'hui, les digital thérapeutiques, c'est déjà des gens qui ont compris qu'ils étaient malades et qui avaient envie de se soigner. Et en fait, qui n'est pas le cas de tous les patients que vous pouvez rencontrer, hein. Faites un petit sondage autour de vous et combien vous avez de patients qui vous disent oui, oui, j'ai eu l'ordonnance du médecin, mais je prends pas mes médocs ou j'en prends 15 sur 2 parce que j'estime que je suis pas si malade que ça ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, ça à bien prendre en compte. Merci. Est-ce que nous aurions d'autres questions? N'hésitez pas à allumer votre micro, hein, si vous voulez poser une question, pardon. Oui, Maximilien, moi je voudrais appuyer sur ce que Fabien a dit par rapport au parcours en fait d'accès marché. C'est vrai que sur les DTX, enfin il a raison Fabien quand il dit que c'est un parcours qui n'est pas extrêmement simple. Ça nécessite beaucoup de temps, toute la partie évaluation clinique, etc. qu'il faut remplir pour réussir à avoir la validation. C'est exactement, enfin à quelques détails près,
le même parcours qu'un médicament dans la validation. Donc c'est vrai que si on arrive à aller sur des vrais DTX capables de quasiment de guérir, au moins de traiter certaines pathologies, il faut être en mesure de se dire que c'est un temps long en termes de développement et de déploiement. Très bien. Merci Fabien. Excusez-moi, j'avais une autre petite question concernant. Bonjour, Geoffrey Ouais. Wanji. J'avais une autre question concernant le parcours étape télémédecine. Je ne sais pas si, je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé avant. En quoi, qu'est-ce qui change en fait autour de ce parcours étape télémédecine par rapport à un article 51? Alors, en fait, si tu veux, salut Geoffrey, étape télémédecine, en fait, c'est du top-down, en gros. C'est le ministère de la Santé qui a dit, voilà, il y a 5 chantiers qui m'intéressent. Insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, machin, etc. On écrit avec quelques industriels le cahier des charges et puis on met en œuvre. Et on regarde après 5 ans si ça marche ou pas. Et là, au final, ils ont retenu 4 cahiers des charges sur les 5. Article 51, c'est des acteurs de terrain qui se disent ben, voilà le problème qu'on souhaite résoudre, voilà le parcours de soins qu'on souhaite mettre en place, parce que l'article 51, c'est vraiment du parcours de soins, et voilà le forfait dérogatoire nécessaire pour payer cette prestation qui aujourd'hui n'existe pas encore. Là, c'est dans l'autre sens, tu vois, c'est vraiment les acteurs du terrain qui remontent des problèmes et l'assurance maladie écoute et dit ok, c'est intéressant, je finance. Et dans l'article 51, tu es vraiment sur le parcours de soins en se disant ben, aujourd'hui, il y a un acte, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de forfait qui existe pour cette prise en charge, du coup, je le propose et si ça marche, ça généralise. Yes, ouais, tout à fait en fait. Mais ma question, elle était, ça j'avais cette distinction. Et ma question, elle était plutôt autour du parcours étape télémédecine que je connais moins bien par rapport à l'article 51. Et dedans, il y a a priori des choses qui changent, notamment la tarification de ce que tu disais et peut-être les sujets qui sont pris en charge. Et qui gère ça? C'est au niveau national, c'est la CPM aussi? Ouais, carrément. C'est la cellule étape de la CPM, mais enfin, c'est directement c'est le cabinet d'Olivier Véran directement qui gère ça. Mais aujourd'hui, il n'y a rien aux dernières négo, là, il y a rien ne change par rapport à, à ce qui avait été convenu dans l'expérimentation étape, quoi. C'est-à-dire que le forfait industriel et le forfait soignant restent le même. Ok. Donc tu as toujours 600 euros pour l'industriel par semestre, tu as 100 euros pour le cardio, plus quelque chose en plus s'il fait d'éducation thérapeutique, mais c'est vraiment anecdotique, quoi. Je crois que c'est 30 euros ou 50 euros. D'accord. Ok, bah ça marche. Écoute, je regarderai un peu plus en détail. Oui, je t'en prie. Merci Fabien. Merci Fabien. Donc nous allons passer maintenant à la présentation de Jean-Jacques Vigneault, CTO de Cortex Medical Intelligence. Jean-Jacques, c'est à toi. Ouais, vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui. Ok, super. Bon, ben, merci beaucoup pour les présentations précédentes. Merci Maximien pour l'invitation. Alors, effectivement, moi je vais rejoindre quand même quelques plans avant de présenter la société, notamment celui de la longueur des processus dans le cadre de l'évaluation médico-économique d'une solution qu'on souhaite mettre sur le marché, parce que c'est effectivement c'est des processus qui peuvent être très longs en fonction du cadre un peu de l'épisode de soins défini au départ. Et puis, effectivement, aussi le parcours réglementaire qui, dans le cadre où on vient se rapprocher d'un dispositif médical, effectivement, et souhaite rentrer dans, je dirais, la prise en charge concrète en vie réelle des patients de telle ou telle pathologie, là, ça devient aussi un parcours assez important. D'autant que, vous savez, je pense, une grande partie d'entre vous ont déjà vu qu'il y a une transition d'une ancienne réglementation vers une nouvelle réglementation européenne qui
sur le papier serait facilitateur d'une mise sur le marché à l'échelle, je dirais, un peu plus Europe, mais qui, je dirais, sur l'aspect un peu plus travail à fournir et administratif est très, très, très important. Donc là, je dirais le cœur un petit peu de la stratégie, je dirais, quand on se lance un peu dans le thérapie digitale, le numérique santé, c'est évidemment d'isoler un épisode de soins sur lequel on souhaite apporter une amélioration concrètement. Ça peut être effectivement le cas du diabète, l'obésité, les pathologies cardiovasculaires, le domaine de la chirurgie, le post-op, tout ce qui va être les pathologies mentales qui effectivement sont aujourd'hui déjà assez couvertes. Et une fois qu'on a isolé le cadre dans lequel on souhaite apporter une amélioration via le digital numérique, c'est de finalement bien délimiter l'épisode de soins dans son ensemble. Comme le disait tout à l'heure, très juste le titre Fabien, le patient, dans la mesure où il ne souhaite pas être participatif à sa santé, donc on enlève un petit p à la médecine 5P du coup, il va être un très mauvais répondant, je n'irai pas forcément détériorer son état de santé, mais il va être mauvais répondant à toute forme de thérapie digitale parce que finalement, le patient n'y voit pas où son intérêt, je dirais, médical, ni non plus son intérêt, je dirais, socio-environnemental. Parce que moi, je suis un parcours de clinicien et le patient reste quand même, avant d'avoir des problèmes de santé, reste une personne humaine avec des interactions sociales. Et des fois, la pathologie est un outil aussi pour ce patient pour interagir avec son environnement. Et donc, c'est là que ça devient délicat. Et je dis que la délimitation du parcours de santé comprend cette dimension-là. Plus on va être géré large dans l'appréhension, plus on va être large dans l'évaluation du parcours de santé dans le long terme, plus on va être en mesure d'identifier ces critères et ces paramètres qui pourraient être finalement inadaptés, en tout cas à l'utilisation d'une thérapie digitale. Et donc, si on veut évaluer largement, je dirais, l'impact médico-économique d'une thérapie digitale dans une pathologie donnée, un épisode de soins donné, si on veut le faire bien et efficacement, il faut être très large. Qui dit très large dit des études cliniques très importantes qui, des fois, nécessitent des périodes d'inclusion énormes pour pouvoir couvrir tous les critères pouvant de près ou de loin interagir sur la santé du patient. Et c'est donc le cœur un peu de ce que nous, on fait aujourd'hui. Alors, nous, on s'est rapproché avec Bruno Perrault, qui est là aussi, on s'est rapproché d'un neurochirurgien qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies du dos, donc notamment les hernies discales ou les pathologies sténosantes avec des troubles sciatiques ou cruralgiques. Et en fait, on a identifié en premier lieu, dans le cadre d'une revue de littérature, que l'évolution du patient suite à une chirurgie ne va pas se faire dans les jours qui vont venir à la chirurgie, évidemment, et non plus, j'irai dans le mois, ça va se faire sur un parcours de santé qui dépasse des fois l'année, les 2 ans, dans lequel finalement il va avoir des hauts et des bas, il va avoir des phases de, j'irai, c'est une évolution en dents de scie, une évolution de santé en dents de scie, dans lequel il va être plus ou moins enclin à consommer effectivement des antalgiques, des anti-inflammatoires, à s'adresser à des aspects médicaux pour essayer de soulager ces douleurs. Donc en fait, nous, l'enjeu, c'est que on a essayé d'identifier très largement, justement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, tous les facteurs qui prédisposeraient à ce que le patient soit un bon répondeur ou pas à la qualité de vie, enfin un bon répondeur à la chirurgie du dos, et notamment au travers d'indicateurs de la qualité de vie, dans lequel on retrouve des dimensions effectivement sociales, environnementales, mais pas que, comorbidité, clinique, ainsi de suite. Et en fait, nous, je dirais le départ de Cortex, c'est ça, c'est une solution qui va faire une analyse prédictive du patient au long terme. On va essayer d'identifier tous les critères qui sont considérés comme des critères perturbant l'amélioration de la qualité de vie du patient au long terme. Et après, on va faire un modèle un modèle prédictif basé sur du deep learning pour essayer d'identifier si le patient va être déjà un bon receveur ou pas. Donc ça, je dirais que c'est le cœur de notre technologie au départ, et c'est ce qui nous a permis après d'éditer tout le parcours de thérapie digitale, et de là, pour le coup, nous sommes dispositif médical, c'est d'évaluer les critères qui seraient effectivement de mauvais présages, en tout cas pour la qualité de vie, et puis, en fonction de ces critères, adresser des guides et des conseils adaptés pour faire en sorte d'améliorer sa qualité de vie et faire en sorte qu'il récupère plus facilement après intervention chirurgicale. Donc voilà, nous, on a cette double composante. Et comme on arrive avec une composante d'assistance diagnostique au départ, lorsque
le patient, le chirurgien donne son indication chirurgicale, on avait la contrainte dès le départ d'avoir le parcours réglementaire et les procédures réglementaires mises en place au sein de la société, qui vont jusqu'à la méthode managériale et le fait d'organiser les équipes et de définir donc très clairement chaque spécification, chaque impact qu'on va avoir sur le patient au long terme, et de définir à chaque fois des critères, je dirais, de surveillance et d'analyse et de sécurité de ces accompagnements qu'on fait pendant tout le parcours de santé du patient jusqu'à 12 mois après son intervention. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est une longueur de processus, un processus très long avec un cadre réglementaire très important qui nous a obligés, je dirais, dès le départ, lorsqu'on a identifié l'épisode de soins, lorsqu'on a identifié, je dirais, le partenaire, le chirurgien avec qui travailler, c'est de mettre en place dès le départ un cadre réglementaire et un manuel, je dirais, de développement dans lequel on rentre dans les critères de l'évaluation d'un dispositif médical et une conformité, je dirais, aux dispositifs médicaux. Et ça, je dirais que c'est le retour d'expérience que je pourrais faire là, le plus concret aujourd'hui, c'est que sur des solutions où on veut adresser concrètement, je dirais, une prise en charge d'un patient dans un épisode de soins donné, changer en partie la façon dont l'épisode de soins s'étale dans le temps et s'articule avec les différents intervenants à droite et gauche, eh bien là, il faut dès le départ définir, je dirais, les critères qui vont être source après d'évaluation d'une façon ou d'une autre. Je pense aux critères cliniques, je pense aux critères évidemment économiques et je pense aux critères aussi d'adhésion et d'observance, on parlait très justement aussi Fabien tout à l'heure, qui sont, je dirais, essentiels à toute forme de réglementation et à toute forme de marquage CE lié à un dispositif médical. Voilà, moi ça c'est le premier réflexe que j'aurais si, entre guillemets, je devais reprendre un peu depuis zéro, c'est de bien définir tout le parcours adapté à la solution que je suis en train de développer. La deuxième des choses, effectivement, c'est de définir l'écosystème avec qui vous allez travailler. Il va y avoir un écosystème qui va être très large au départ. Le système de santé va, entre guillemets, jouir de beaucoup d'acteurs intervenant de près ou de loin sur la santé du patient. Ces acteurs vont effectivement aux laboratoires pharmaceutiques, aux acteurs cliniques et aux privés comme le public, aux acteurs effectivement de recherche, aussi aux industriels qui développent justement des dispositifs médicaux en tant que tels dans la prise en charge d'un tel ou tel épisode de soins, mais aussi tout ce qui va être les acteurs de remboursement privés et publics des épisodes de soins. Donc en fait, il faut définir déjà très rapidement, je dirais au départ, qui sont les acteurs qui vont pouvoir interagir de près ou de loin avec la solution qu'on développe et de quelle façon, avec chacun de ces acteurs-là, on peut réfléchir à des solutions ou de co-développement, de partenariat ou plus des démarches presque d'évaluation clinique qui permettront finalement de subvenir aux besoins financiers nécessaires pour faire les études cliniques et aussi au développement du produit qu'on développe. Et c'est ça, je dirais que le deuxième aspect qui est très important, c'est que une fois qu'on a défini, comme je vous disais tout à l'heure, l'épisode de soins, l'équipe avec qui on veut travailler, comment on veut interagir sur l'épisode de soins, quelle prise en charge on veut donner au patient, définit tous les critères qui vont jouer sur justement la santé du patient, bien là, on a le draft, je dirais, d'une première étude clinique. Après, il faut trouver des partenaires pour que cette étude clinique puisse voir le jour financièrement. Parce qu'au départ, là, on est dans des périodes où, en règle générale, on n'a pas forcément un chiffre d'affaires et un modèle économique qui démontre toute sa capacité. Et donc, il faut trouver des partenaires avec qui travailler. Donc, ça peut être après des terrains d'expérimentation, des cliniques elles-mêmes qui s'investissent. Ça, c'est aussi assez rare. Après, ça peut être des partenaires, effectivement, je vous disais tout à l'heure, assurantiels, mutualistes, qui, eux, sont intéressés directement à l'épisode de soins dans la mesure où ils vont définir aussi le statut des remboursements à la fois privés et publics en fonction un peu des avancées du projet. Ensuite, vous allez avoir potentiellement tous ceux qui vont interagir dans l'équipement, par exemple là, pour des DSSR ou dans l'équipement des blocs opératoires, dans l'équipement aussi des patients qui vont être implantés. Toutes ces choses-là vont permettre de définir des intérêts pour ces industriels ou autres acteurs et qui vont pouvoir ensuite participer, et dans l'idéal c'est financièrement, aux études cliniques que vous menez.
voilà, ça, une fois que vous avez fait ce parcours-là, je dirais à la fois donc identifier l'épisode de soins, identifier la prise en charge, identifier le parcours réglementaire, établir un peu votre stratégie avec les partenaires environnants de l'épisode de soins. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à débuter une vraie campagne de démocratisation et d'évangélisation auprès d'un système de santé en mutation, d'une solution qui change les codes et la prise en charge et qui est prouvée par des premiers résultats que vous allez obtenir via vos études cliniques. Et nous, c'est typiquement la démarche qu'on a fait d'emblée. C'est le plus rapidement possible, c'est d'aller chercher déjà des premiers indicateurs qui permettent d'établir de la validité de notre solution sur une potentielle supériorité clinique ou une potentielle supériorité économique. Et c'est là-dessus que je remettrai moi à nouveau l'accent si jamais je devais recommencer un développement de ce genre de dispositif. Et donc là, on est au jour où on a réussi un peu dans le sillage un peu de MoveCare, justement, on a réussi à faire deux premières études cliniques, une rétrospective, une autre étude clinique qui est prospective en vie réelle avec nos partenaires Elsan, Ramsay et nos partenaires mutualistes. Et là, on est sur maintenant, on a défini notre supériorité clinique, et là, on est sur une voie maintenant d'aller définir notre supériorité économique sur, je dirais, le parcours de santé de la prise en charge post-opératoire dans le domaine de la chirurgie du dos, très ciblé, en faisant une évaluation là avec des critères d'identification qui vont être davantage économiques. Et grâce à ça, on va pouvoir donner vie. C'est comme si on branchait un peu notre modèle économique, qui était pour l'instant en état un peu de latence, et qu'on branchait notre modèle économique et commençait à rentrer vraiment sur des vrais critères économiques qui vont donner un relief à notre stratégie de déploiement commercial de notre solution via justement la récupération de ces fameuses données de nature économique. Et c'est comme ça que je dirais que si jamais on se lance très rapidement dans la prise en charge en DTX pur, en thérapie digitale avec dispositif médical, il faut avoir dès le début mettre des bonnes bases, à la fois donc en termes de réglementaire, en termes aussi écosystème et en termes médico-économiques avec des bonnes évaluations cliniques. Et rien que tout ce processus-là, on l'a fait, c'est pour vous dire quand même, on a commencé en juillet 2020. On avait déjà initié une première étude clinique en juillet 2020, mais on est encore là dans notre deuxième étude clinique, le temps de trouver les partenaires, les acteurs, et on est, vous voyez, en début 2022, on est encore en train d'analyser les derniers résultats de notre étude clinique pour lancer la prochaine. Donc voilà, juste pour voir un peu le délai lorsque, je dirais, on s'attaque vraiment au dispositif médical. Voilà un peu pour mon petit retour d'expérience. Merci beaucoup Jean-Jacques. On a déjà une question, mais je pense qu'elle peut s'adresser aux deux intervenants. Bonjour, des conseils pour trouver la bonne équipe de chercheurs pour l'étude clinique? Alors, je dirais que ça c'est une question de... Bon, évidemment, il y a des regroupements hein, ce qu'on appelle presque les early adopters hein, dans le domaine de la prise en charge, enfin dans le domaine médical, qui se regroupent dans des congrès, conférences, des webinaires, un peu comme celui-ci, qui, eux, sont des initiateurs, je dirais, des premières réflexions sur comment bouleverser un peu les codes un peu des actions médicales. Je pense qu'on les retrouve surtout dans le cadre de ces webinaires où la discussion est assez ouverte. Et après, je dirais que c'est de fil en aiguille. Pour tout vous dire, me concernant, et l'association qu'on a fait avec le docteur Arthur André de la Pitié-Salpêtrière, ça s'est fait par le biais de nos patients respectifs qui ont été les entremetteurs dans notre du coup, c'est un peu biaisé, mais c'était des entremetteurs un peu dans notre rencontre. Mais je sais que dans tout hôpital aujourd'hui, il y a des comités, enfin des directions d'innovation, des directions un peu des directions justement de stratégie de développement de nouvelles solutions. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller s'adresser directement auprès des institutions, des hôpitaux, des cliniques dans un troisième temps. Quoi. Alors, bonjour Jean-Jacques. Il y a les sociétés savantes aussi qui sont vraiment une bonne source voilà, de personnes passionnées qui pourront vous aider. Ouais.
Merci. Je permets juste de préciser ma question, surtout quand on vient pas du milieu médical, donc on est deux cofondatrices et on n'a pas du tout un parcours médical, on a un comité médical et scientifique. Et donc, seconde question, il vaut mieux les laisser faire. Notre comité, est-ce qu'on aurait une légitimité, nous, à approcher ces chercheurs ou au contraire, il faut vraiment mettre en avant notre comité et les laisser approcher ces personnes-là? Je pense que vous avez toute légitimité. Ils sont quand même. Enfin, moi, je sais que les personnes avec qui j'ai pu interagir montrent quand même une ouverture à de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons d'appréhender tel ou tel parcours de santé. Au contraire, là, je me dirais en premier lieu qu'ils sont plutôt ouverts et vous pouvez les approcher. Je vois pas et après, par contre, je dirais plus dans la stratégie de développement un peu de la société. Ça, c'est un peu source de. C'est comment vous allez les sensibiliser, les introduire dans votre stratégie générale, en les mettant peut-être au cœur de vos recherches cliniques potentiellement, ou en les mettant peut-être au cœur même du développement opérationnel de la société. Après, c'est à vous de voir dans quelle mesure vous voulez préserver une forme, vous êtes deux, d'autonomie, si vous voulez aussi justement faire participer quelqu'un qui est dans le métier pour développer votre solution, quoi. Ok, très clair, merci beaucoup. Merci. Alors, on a une deuxième question sur alors ça doit être les indicateurs et preuves. Les indicateurs économiques et cliniques suffisent-ils? Pas d'essai clinique direct, point d'interrogation. Alors, les indicateurs économiques, je dirais que dans une première étude clinique prospective, c'est toujours un peu délicat de bien les déterminer et les définir, sachant qu'en général, on n'a pas forcément là le pilote, enfin la surveillance, la supervision, pardon, de la haute autorité de santé qui des fois peut se prononcer. Je dirais qu'au départ, ça reste quand même des études de clinique qu'il faut mener. Dans un premier temps, je pense que c'est l'analyse finalement de critères de réussite dans des solutions déjà actuelles. Donc c'est un état de l'art finalement vraiment qu'il faut établir dans des premières études cliniques. Ça peut être l'objet d'une revue de littérature, ça peut être l'objet au tout départ, hein. Et puis une fois qu'on a défini un peu cet état de l'art, c'est commencer à justement établir dans une première étude clinique qui a une vocation prospective et donc vraiment en contact direct avec le patient, vérifier, je dirais, la véracité des curseurs cliniques que vous avez mis et que vous avez identifiés dans la revue de littérature, et dans quelle mesure, effectivement, votre solution commence déjà à dessiner je dirais, les bénéfices cliniques au départ de la déployer effectivement dans un épisode de soins. Dans un deuxième temps, je dirais que dans une première étude, j'aurais davantage mis des critères économiques de manière secondaire, qui sont vos grandes lignes d'amélioration, je dirais, du parcours de santé. Ça peut être, par exemple, la durée moyenne de séjour, ça peut être les reprises de l'activité professionnelle, la reprise de l'activité de travail, l'arrêt des antalgiques ou de traitements médicamenteux associés, ou en tout cas une posologie effectivement diminuée dans le temps et en quantité. Après, ça peut être aussi des indicateurs sur la qualité de vie pure du patient. Là, je pense qu'il vous garantit une vision assez large de l'évolution du patient. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, si je me réfère un peu à la haute autorité de santé avec qui on entretient des relations, le critère qualité de vie est, je pense, probablement un des critères cliniques le plus pertinent aujourd'hui pour évaluer un patient qui effectivement serait accompagné par une thérapie numérique. Et puis après, dans une prochaine étude, où là, vous avez déjà défini tous vos critères d'amélioration clinique, inverser la tendance, mettre les critères économiques en objectif principal de votre étude clinique, et en objectif secondaire, mettre les critères, je dirais, davantage cliniques que vous avez déjà déterminés. Après, ça, c'est le réflexe que nous, on a eu. Alors, nous, on a eu la chance de s'entourer quand même de pas mal d'anciens toujours de start-upers d'ailleurs, d'anciens CEO qui ont quand même fait des parcours particulièrement intéressants. Je pense surtout à Yann Fleureau, qui a fait cardiologue, vous avez déjà entendu parler, qui aujourd'hui a été racheté par Philips. Yann Fleureau, qui a une stratégie assez scientifique aussi, et qui correspondait un peu à notre démarche. Lui, il n'avait pas forcément la maturité aujourd'hui il n'avait pas forcément la maturité aujourd'hui qu'à le système de soins, enfin,
le système d'innovation en santé qu'aujourd'hui est en France. Donc, il a fait ça dans les 5 dernières années. Il est plutôt parti sur une stratégie aux États-Unis au départ pour trouver ses partenaires, justement, et puis revenu après en France. Et le fait est qu'aujourd'hui en France, quand même, je pense surtout au guichet unique, au Genius. C'est un site internet qui est très bien quand même articulé, dans lequel vous pouvez déjà avoir finalement une procédure assez bien drivée qui vous amène de la réflexion du cadre, je dirais, clinique au cadre réglementaire vers le cadre, je dirais, plus de parcours, justement, avec les dérogations. Je pense à l'article 51 ou forfait innovation de l'HS. C'est un site qui est pas mal structuré quand même pour ça. Donc, la réponse est donc essai clinique pur et dur obligatoire. Je peux y répondre en fonction de la classe du DM, mais c'est surtout aussi dans votre stratégie de remboursement. La HAS est extrêmement sensible à la preuve clinique apportée et aux bénéfices apportés. Donc, si vous avez vraiment une preuve en pur et dur que votre dispositif est super efficace et en plus moins cher, là, vous pourrez négocier le remboursement beaucoup plus facilement. Oui, clairement. Hein. L'essai clinique, je dirais que c'est vraiment si vous voulez être dans le dispositif médical avec le nouveau marquage en plus européen aujourd'hui, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un rapport d'évaluation clinique, qui est un énorme dossier dans lequel vous devez rapporter toutes les données relatives à l'utilisation de votre technologie et dans lesquelles il y a des données cliniques qui sont pures et dures, effectivement. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais pouvoir remercier nos 3 intervenants. Un grand merci pour la présentation déjà de Swell de remise dans le contexte et pour le retour d'expérience. Alors par contre, je vois un bloc de texte. D'accord, je vous laisse le consulter. Encore merci. Le webinaire sera disponible en replay. Ok, ben merci beaucoup, Maximilien. Merci à toi. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée.